Dernière rencontre de cette matinée, je vais demander à Sophie Niklos et Dorothée Germain de nous rejoindre. Je vous confie en même temps un petit micro. Sophie. Dorothée, qu'est-ce que vous faites, Dorothée? Ah oui, vous avez apporté des diapos. J'ai ramené des photos d'enfants. Sophie Niklos, vous êtes ingénieure agronome de formation, vous êtes docteur en sciences de l'alimentation. Vous avez une spécialité qui est en fait l'évaluation sensorielle. Comment on acquiert ce que notre bouche nous dit qui est bon ou pas bon. Voilà, l'évaluation des produits par l'essence de l'homme, et puis de là aussi l'évaluation du comportement alimentaire des mangeurs en situation de repas. Vous vous intéressez, d'ailleurs en particulier, vous posez sur le menton, c'est le plus simple. Vous êtes intéressé à un cortège, je crois que vous avez fait une étude qui s'appelle Opaline. Opaline, oui, c'est Opaline, ça. sur 300 couples mère-enfant entre 0 et 2 ans. Alors, on voulait comprendre l'émergence des préférences alimentaires chez les enfants, et notamment pour le végétal. D'accord, on va découvrir ça, en fait, quelles sont les limites. Dorothée Germain est chargée de mission à la ville de Saint-André. On est dans la grande banlieue lilloise, c'est ça? Oui. D'accord. 15 000 habitants? 12 000. 12 000, j'étais un peu riche. Et ça fait 6 ans, je ne me trompe pas, que vous travaillez. Non, vous vous trompez. Ça fait 10 ans qu'on est dans le programme Vivons Enfants, mais en fait c'est un programme de prévention santé. Je ne pas, Dorothée, hein, je disais ça comme ça. Donc 10 ans. Donc 10 ans que vous êtes dans le programme VIF. Oui, Vivons Enfants. Avant ça s'appelait EPOD, Ensemble Prévenant l'obésité des enfants. Donc maintenant ça s'appelle Vivons Enfants, ça permet d'élargir le programme à l'alimentation, l'activité physique et le bien-être. Voilà, auprès des enfants, des familles, etc. Mais l'alimentation est une part importante de ce programme et vous en parlez, vous faites découvrir en fait l'alimentation aux enfants de la maternelle jusqu'au CM2, si je ne me trompe pas. Je me suis encore trompé. On fait un parcours santé de la maternelle jusqu'au CM2. Vous voulez que je commence tout de suite à le présenter? C'est juste pour cadrer le... Voilà. Donc on fait un parcours santé de la maternelle au CM2 qui passe par effectivement l'éveil des sens en maternelle, travail sur l'équilibre alimentaire, travail sur les bienfaits de l'activité physique, sur le sommeil, sur l'hygiène dentaire, voilà. Donc, Parce que c'est un tout, c'est pas juste l'alimentation, effectivement, c'est un ensemble de comportements culturels, pourrait-on dire, sur comment je me maintiens en forme et comment je fais attention à ma santé. Voilà, et ça permet en fait de remonter l'information auprès des parents puisque les enfants sont vecteurs de cette information santé. On va commencer avec Sophie, on va dresser le cadre en fait de l'acquisition de ces goûts, de cette manière dont on s'imprime une vision culturelle de notre alimentation, avant de revenir vers vous, Dorothée, pour voir de manière pratique comment ça se passe dans le travail que vous faites. Alors Sophie, comment se passe votre expérimentation auprès de ces 300 couples mère-enfant? Alors dans le cadre d'Opaline, on a vraiment fait des observations, on a recruté des femmes enceintes et on les a suivies, on a suivi leurs enfants jusqu'à 10 ans à peu près. Et l'intérêt là, c'était d'essayer de comprendre quelles étaient les étapes, les facteurs les plus déterminants dans l'évolution, la détermination des préférences des enfants, notamment pour les légumes. Et ça s'inscrivait après d'autres travaux de recherche qu'on avait déjà menés dans d'autres laboratoires. On avait observé, par exemple, que dès 2-3 ans, les enfants qui faisaient leur choix alimentaire dans une crèche, qui avaient la particularité de laisser le libre choix aux enfants de leur repas, on avait vu que les légumes étaient parmi les aliments les moins choisis. Ça ne veut pas dire que tous les végétaux étaient peu choisis, puisque les féculents, par contre, en pommes de terre, patrie, étaient largement consommés par les enfants, largement choisis. Mais les légumes étaient plutôt moins choisis, surtout les crudités, et aussi les légumes qui étaient mélangés, puisque pour l'enfant, à partir du moment où un aliment, un légume contaminait les autres, il ne voulait pas manger. C'est intéressant, c'est-à-dire que je mets du céleri en petite quantité dans un plat, je dis céleri, même si le reste c'est du riz ou de la pomme de terre, il y a réticence? Surtout si ça se voit. Donc, s'il est capable de l'identifier, il va vouloir le trier et ça peut effectivement faire dégringoler tout l'ensemble. Même si le résultat est très bon gustativement en fait. Mais c'est cette histoire de la pensée magique, il faut que ce soit bon à penser. Et si j'ai repéré le céleri que j'ai pas du tout, c'est plus du tout bon à penser, c'est pas du tout bon à manger non plus. Pensée magique est un élément d'analyse sociologique de l'alimentation qui a été mis en place par Claude Fischler dans un livre qui s'appelle L'Omnivore, qu'il faut toujours relire parce que c'est absolument passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, la pensée magique, c'est aussi un système d'analyse générale en ethno, ce que je mange me fait. En fait, je vais ingérer la représentation de ce que je mange. Qu'est-ce qui est apparu en fait dans cette étude? C'est quoi les freins? C'est comment la mécanique se met en place?
Alors ça c'est une question intéressante, c'est ce qui nous a occupé pendant pas mal d'années dans nos différents travaux. Donc pour les légumes, on a 4 hypothèses en fait. Qu'est-ce qui pose problème dans la consommation des légumes chez les enfants? Donc la première hypothèse c'est sensorielle. Certains légumes ont des goûts pas très agréables. On parlait de la culinarité tout à l'heure. Un navet mal cuisiné, c'est pas possible, ça passe pas. Ça c'est très important. Une autre hypothèse, c'est une hypothèse énergétique. Les légumes c'est très riche en eau, assez peu calorique. On sait que les calories aident à renforcer les préférences et donc l'enfant qui ne va pas trouver son compte en termes de calories, si on ne présente que des légumes ou alors cuisiner de façon très light entre guillemets, ça ne va pas l'aider à apprendre, ça ne va pas faire tourner son moteur du plaisir. Moi j'essaie si c'est bien cuisiné, si c'est mieux cuisiné, si c'est plus abondamment cuisiné, c'est meilleur. Si c'est plus riche en calories, on a dans notre cerveau un mécanisme d'association, qualité gustative, qualité nutritionnelle et notamment densité énergétique. Et la densité énergétique, ça renforce le plaisir du goût. Et donc, si c'est très pauvre en énergie, ça renforce moins les préférences. C'est-à-dire, si j'ai utilisé un peu de gras pour... Voilà, le gras c'est pas mal pour le goût, mais c'est aussi pas mal pour la densité énergétique. Les enfants qui sont en croissance ont besoin de cette énergie, et donc il faut penser aussi à ça dans la préparation des légumes. Donc le comté, la béchamel, ça va bien pour le goût, et ça aide aussi à renforcer un peu cette densité énergétique. Donc ça c'était la deuxième piste. Oui. La troisième piste c'est marketing. Le légume, c'est Comment ça, le marketing? Le légume, c'est un aliment qui n'est pas marketé. Les enfants d'aujourd'hui passent leur vie devant la télé ou sur Internet à être bombardés de publicités qui vantent les mérites de produits transformés. On amène une courgette, c'est vrai, c'est juste la courgette du jardin, oui, ok, donc nous on trouve ça super, mais pour eux, ça n'a pas de valeur, ça n'est pas valorisé dans cet univers qui est pour eux saturé d'images. Donc, à travailler peut-être. Non pas que moi je vende des légumes, mais je pense que c'est important à considérer dans la réflexion autour des légumes. Et la dernière piste, c'est la piste éducative. Donc en tant que parents, on a tous envie de faire manger des légumes aux enfants, mais parfois on a des pratiques qui sont tout à fait contre-productives. L'exemple de Didier tout à l'heure sur Bonne Chance, oui. C'est tout à fait marquant, mais la même chose se passe à la maison. Mange tes carottes, finis ton assiette, finis tes épinards. Versus, tiens, j'ai préparé ce plat d'épinards, si tu veux goûter, donne-moi ton avis sur la recette. Et donc ça, là aussi, c'est des moteurs de renforcement, positifs ou négatifs, des comportements. Et donc, les enfants à qui on présente toujours les légumes en faisant la guerre, en faisant la grimace, en imposant, en disant force, vas-y, goûte, de manière très coercitive, là, ça va créer un rejet complet des légumes. Il faut le présenter, il faut le proposer, bien sûr, parce qu'on apprend en goûtant. L'expérience, c'est vraiment le moteur des apprentissages. Il faut le faire dans un contexte qui soit toujours positif. C'est assez intéressant parce que dans les entretiens qu'on a menés auprès d'adolescents ou de jeunes enfants pour cette enquête, je pense à Violette qui nous déclare le verre c'est dégoûtant. Et quand on pousse la discussion, c'est que la consistance ne lui plaît pas et surtout ses parents l'oblige à manger ce qu'elle appelle le verre. Alors le verre c'est tout, hein. C'est la salade, les épinards, les courgettes, les haricots. Elle a un vrai blocage là-dessus. Et ce souvenir de l'épisode de consommation forcée, il est très prégnant, il va durer toute la vie. Et vous avez peut-être, vous, chacun d'entre vous, ce souvenir d'une fois où on vous a forcé à consommer quelque chose. C'est abominable. Quand on ressort l'assiette de haricots verts froide du frigo à 4h de l'après-midi en disant l'enfant, moi je veux vraiment que tu finisses cette assiette de haricots, mais il n'y a rien de pire. Romain, tu ouvres une chaîne, peut-être ça vous arrive. Et donc voilà, au niveau de l'éducation, même si on a envie de bien faire, il faut aussi penser que certains principes vont être bons et d'autres beaucoup moins efficaces. Le vieux principe de l'analyse ethnologique, c'est que les âges ne sont pas pareils et acceptent et refusent en fait dans l'éducation des éléments ou pas. Les rites de passage sont extrêmement importants. Je vais vous raconter une petite histoire, Sophie. Mon fils, qui est maintenant un grand garçon, un jour de crise familiale me dit « Toi, depuis que je suis tout petit, tu me fais manger du risotto. » C'était quand même un truc terrifiant, quoi. Je faisais manger du risotto. Donc j'abandonne l'histoire du risotto et quand il acquiert son indépendance, je reçois un jour un coup de fil où il me dit tu peux même donner en fait la recette du risotto que tu préparais quand j'étais petit. C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre en compte un élément essentiel dans l'éducation du goût, c'est le temps qui passe et qui nécessite de la modélisation culturelle qui ne s'acquiert pas d'un seul coup. Tout à fait. Donc, on a beaucoup travaillé sur ces histoires d'apprentissage sensoriel, comment les répertoires sensoriels se créent. C'est pour ça qu'on voulait s'intéresser vraiment aux périodes les plus précoces de la vie. On
sait que les flaveurs des aliments consommés par la mère pendant la grossesse, pendant l'allaitement, parfument le liquide amniotique, parfument le lait. Et on voulait comprendre comment ces premières expériences finalement allaient jouer au final dans la constitution. C'est l'histoire de l'anis, c'est ça, hein Voilà, on a notamment un collègue à Dijon qui a travaillé sur l'anis et qui demandait à des mamans de consommer de l'anis. Alors pas sous forme de Ricard pendant la grossesse, mais c'était plutôt les petits anis de Flavigny. Donc pour les bourguignons, ça vous évoquera quelque chose, des biscuits à l'anis, enfin du fenouil, pourquoi pas. Et donc il a bien observé qu'à la naissance, les bébés dont les mères avaient consommé l'anis avaient un comportement différent vers de l'odeur de l'anis. Ils se tournaient plus préférentiellement vers ces odeurs et avaient un comportement de succion, fait comme s'ils voulaient commencer à téter. C'était l'odeur de leur mère qui était imprimée avec cette odeur d'anis. Donc ces apprentissages sensoriels ils sont essentiels. Moi je dis toujours, on constitue son répertoire sensoriel comme on apprend une langue, c'est-à-dire de manière complètement implicite dans les premières années de la vie. On peut tous apprendre à parler chinois, et ça va être beaucoup plus difficile, ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Alors qu'on peut tous parler français, si nos mères, nos parents nous ont parlé français, dans notre petite enfance en particulier. Et là, on apprend sans effort, simplement sous l'effet de l'expérience. Mais ça suppose aussi une constance éducative, puisque dans le cas du langage, c'est particulièrement intéressant. Une maman ou un papa qui veut dire à son enfant merci ou bonjour, il va répéter 1000 fois l'injonction éducative, dis merci, dis bonjour. Et donc, si on veut faire apprendre à manger des épinards ou des navets, il faut déjà bien les cuisiner, mais aussi répéter l'expérience et puis s'y tenir, continuer, dire maintenant tu goûtes, tu goûtes, tu goûtes. À force de goûter, on apprend à aimer. Ça, c'est vraiment le mécanisme de base. Et c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple parce que les parents disent ah oui, mais là, il a fait une petite grimace, alors je crois qu'il n'aime pas ça, je vais lui proposer autre chose. Parce qu'on veut contenter à tout prix l'enfant, on veut être aimé. On veut être aimé, mais on a aussi une responsabilité éducative, et donc entre les deux, il y a une voie possible, je pense, et qui nous oblige à accompagner l'enfant et à l'éduquer, le faire grandir, le tirer par le haut. Dorothée, vous ne connaissiez pas du tout Sophie Niclos, je crois. Comment résonne en fait le travail de recherche de Sophie Niclos sur votre travail pratique au sein avec les enfants? J'allais vous dire que nous, les enfants, nous aiment pas toujours, mais qu'ils continuent à venir nous voir. Comment se passe votre travail? Racontez-nous en quelques mots qu'est-ce que vous faites auprès des enfants de la ville de Saint-André. J'ai préparé des photos qui seront parlantes parce qu'en fait on a des petites grimaces et je crois qu'elles valent le coup. Voilà, donc mairie de Saint-André, c'est 12 000 habitants, une cuisine centrale autogérée. Donc on est pareil, on a une légumerie, donc on fait des produits frais. Je voulais revenir dessus. Nous, nos animateurs mangent avec les enfants assis à table avec eux, ce qui crée de la convivialité. Donc effectivement, les menus sont annoncés au self et en plus, les animateurs sont assis et ils sont plus en mode surveillance et ça aide beaucoup pour faire consommer. Donc l'éveil des sens, c'est quoi? C'est une animation qu'on a mis en place depuis 2011 dans les écoles de la commune. Pardon? Vous m'avez dit que c'était des photos. Oui, elles arrivent. 2011 dans les écoles de la commune à la demande des enseignants. On travaille en petits groupes de 8-10 enfants et on travaille avec 2 animatrices en fait, moi et une diététicienne de l'interprofession et des fruits et légumes frais. Comment ça marche cette animation? Ben voilà, tout simplement, la première étape, on découvre le fruit ou le légume. On choisit un fruit ou un légume, on le décline complètement. Dorothée, Sophie peut réagir à tout moment. Hein, tout à fait. Tout à fait. Donc ce sont des maternelles, donc ils ont entre 3 et 6 ans, ils sont vraiment petits. Les premières fois qu'on arrive, les tout petits en toute petite section pleurent de nous voir arriver parce qu'on leur fait quand même manger des légumes à 9h du matin. Donc c'est pas toujours facile. Mais l'approche, elle est d'abord par le toucher. Effectivement, on va dédramatiser ce fruit ou ce légume en permettant à l'enfant de parler des couleurs, de parler de ses formes, de manière à ce qu'il puisse effectivement être présent à l'animation sans en avoir peur. Voilà, il y a des enfants qui ne toucheront jamais le légume. La deuxième partie, c'est comment ça pousse, tout simplement, parce qu'on oublie toujours cette chose essentielle. Un légume ou un fruit, ça vient de la terre. Donc on explique aux enfants très brièvement, hein, ils ont 3 ans, on parle du soleil, on parle de la pluie, on parle de l'ARN, et puis quand ils grandissent, on parle des abeilles. Et effectivement, ça permet à l'enfant concrètement de se dire c'est pas fait dans une usine. Troisième étape, on va goûter le fruit ou le légume brut. Donc le navet brut,
le fenouil brut. Ils ont quel âge là? Cela, c'est des grandes sections. Voilà, j'en profite pour remercier Florence Brochard qui a fait ces photos dans le cadre d'un reportage dans Enfant Magazine en 2013. Voilà. Donc effectivement, les enfants vont oser goûter tout, même si d'apparence c'est un peu limite. Et ils vont tester le croquant, ils vont tester la dureté du produit, etc. Et il y a une grande règle chez nous, c'est qu'on ne force jamais. Bien sûr. L'enseignante parfois est présente de manière à aider l'enfant à goûter. On ne forcera jamais, vous voyez, il y a des belles grimaces. Et autre grande règle, on permet toujours de cracher. Et c'est la première chose qu'on propose à l'enfant, c'est de dire tiens, si tu veux, tu as une assiette, tu as un verre, tu goûtes, si tu n'aimes pas, tu as le droit de cracher. Si tu veux un tout petit morceau, même si franchement ils n'ont pas le goût, ils le posent sur leurs lèvres et on dit ok, t'as goûté, c'est très bien. L'autre chose que l'on voit, c'est ici, en fait il y a un petit livret. Ce petit livret, il nous fait le lien avec l'enfant puisque dessus on a son prénom, donc on va l'appeler par le prénom. On touche 450 enfants, donc on ne connaît pas les 450 prénoms. Donc l'enfant, on va systématiquement l'appeler par son prénom et ensuite sur le livret, il va marquer s'il aime ou s'il n'aime pas le produit. Donc ici on trouve une animation sur les prunes. Donc le petit bonhomme jaune c'est j'ai aimé, le petit bonhomme bleu c'est j'apprendrai à aimer, puisqu'effectivement il faut regoûter, et ça c'est une règle essentielle. S'ils ne goûtent pas, il n'y a pas de bonhomme. Donc de temps en temps on triche un peu avec les enfants en leur disant si tu veux un petit bonhomme, il faut que tu goûtes. Est-ce que tu veux faire le petit rond toi-même? Les maternelles ils sont très joueurs par rapport à ça. Et voilà, et ils adorent nous dire qu'ils ont aimé, là je sais plus ce qu'ils mangeaient, c'était facile, à la fraise, c'était de la fraise pour la petite fille, donc c'était facile, c'était un smoothie à la fraise. Quatrième étape, on a goûté brut, et ben on va le goûter autrement. Parce qu'en fait, la grande règle, c'est de dire, tu as le droit de ne pas aimer une carotte crue, mais peut-être que tu l'aimes cuite, peut-être que tu l'aimes en soupe, peut-être que tu l'aimes en purée, peut-être que tu l'aimes en tarte, en gâteau à la carotte, etc. Et ça, c'est vraiment très très important pour nous, parce que ça permet à l'enfant de prendre conscience qu'il ne peut pas dire « j'aime pas un fruit ou un légume ». Non, il n'aime pas la présentation qu'on lui a proposée, mais si on lui présente autrement, peut-être qu'il va aimer. Au niveau de la texture, il y a des enfants qui vont préférer effectivement le brut et qui vont rien aimer en transformer. Il y en a d'autres qui vont se jeter uniquement sur le gâteau parce qu'à la maison, ils n'ont que des gâteaux. Donc c'est important pour nous, il y en a toujours un qui goûte un seul produit et qui va refuser tous les autres. Et ce qui est important, c'est que le fait de permettre de cracher, si on présente 5-6 choses, il y en a qui vont cracher 5-6 fois le produit, mais ils vont essayer les 5-6 fois. Et ça, je trouve que c'est un beau cadeau pour nous parce qu'ils vont jusqu'au bout de la démarche d'oser goûter. Voilà, donc là on a des poires, on a la soupe aux choux et puis on a un jus de pomme ici. On a fait ça sur le raisin aussi, donc forcément on a goûté le raisin sec, le raisin frais, la confiture de raisin. Et là c'est des... Chicon? Oui, c'est des chicons. Donc ça c'était... Ils ont adoré le chicon en fait. Oui, les enfants ont bien aimé la quiche aux endives, moins quand c'est cru, mais de toute façon ils goûtent tout. En bas je ne sais plus ce que c'était, mais bon, voilà. Grand principe, présenté sous des formes différentes. Et parfois, on leur permet de cuisiner. Donc là, c'était la semaine, il y a 15 jours, un smoothie à la fraise. On a fait une compote de pommes. Parfois, on fait des petits toasts de produits pour dire, les endives, on peut mettre quelque chose dedans et ça sert en apéritif. Voilà. Une animation, ça dure une vingtaine de minutes par groupe de 10 enfants. Pas plus, après en maternelle, ils décrochent. Mais au bout de 20 minutes, ils ont vraiment tout essayé. J'ai une question à vous poser. Est-ce que le but du jeu, c'est de lutter contre le surpoids et l'obésité? Oui. C'est quoi vos résultats aujourd'hui? Alors, l'éveil des sens, ça fait vraiment partie d'un parcours santé, puisqu'on travaille donc en CP, il faut que je raccourcisse. Non, c'est moi qui Nos résultats, entre 2008 et 2015, sur la population, sur la tranche d'âge des CE1, CM1, on est passé de 18% de surpoids et d'obésité à 11%. Ça marche?
Bien sûr que ça marche. Et en fait, Monsieur Hainaut, maire de la ville de Saint-André, s'est investi dans le programme Vivons en forme en se disant j'y crois pas, mais bon, on va se lancer. Et aujourd'hui, il a la reconnaissance de dire oui, j'y croyais pas, mais bravo, on nous voit sur TF1, France 2, France 3 pour nos résultats. Et c'est intéressant de voir que ça marche vraiment. J'en reviens toujours à l'histoire. En fait, Didier me disait c'est un choix politique au départ, de mettre de l'argent ou pas, etc. Est-ce que beaucoup d'autres municipalités viennent vous voir en disant comment vous faites? Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre mécanique, que je puisse l'importer chez moi? Alors Vivons en forme, c'est un programme national qui aujourd'hui touche 250 communes. Que dalle. 250, c'est pas beaucoup. C'est que dalle. C'est déjà bien. Et ils sont toujours trois. C'est déjà bien. Non, je fais de la provoque spécialement, parce qu'en France, il y a des dizaines de milliers de communes. Vous dites 250 communes sur des dizaines de milliers de communes. C'est un engagement politique, effectivement. Maintenant, il y en a d'autres qui ne sont pas engagés dans le programme Vivons en forme et qui font des choses extrêmement intéressantes. Bon, ce Saunier ne l'est pas, et ils font des choses très intéressantes. Ce que je vais juste faire remarquer, c'est peut-être que Lons-le-Saunier aurait des facilités à mettre en place ce programme, mais ils ne connaissent pas en fait le programme. Ah, il y a une question à poser. Ben, pose-la tout de suite, Didier. Ce programme, il est fait que par la ville ou en lien avec l'éducation nationale? Que par la ville ou en lien avec l'éducation nationale? Vous êtes arrivé dans les classes? C'est du périscolaire ou c'est intégré au scolaire? Dans ma ville, l'éducation nationale m'ouvre complètement ses portes. C'est-à-dire que l'essentiel de mon travail se fait avec les enseignants dans ma commune. Dans d'autres communes Vivons en forme, ils travaillent essentiellement avec le périscolaire ou avec les associations sportives ou autres. Moi, j'ai la chance d'avoir des enseignants qui me font, et des directrices d'école qui me font totalement confiance. Vous savez que vous avez de la chance d'avoir des instituts, des directeurs d'école qui respectent la réglementation. Ça devrait être obligatoire. C'est au programme. C'est au programme. En fait, les enseignants apprécient notre intervention parce que ça permet d'avoir un autre intervenant qui va donner la même vision que celle du programme et de façon différente. Voilà. Et en fait, oui, ils me plébiscitent. Mais au départ, l'animation d'éveil des sens a été à la demande d'une directrice. On a commencé avec 180 enfants. Aujourd'hui, on est à 450 tous les ans, 5-6 fois par an sur cette animation-là. Juste que j'aimerais faire remarquer, vous avez encore beaucoup de slides peut-être. Non, les résultats, mais c'est pas grave. Vous pouvez télécharger tous les livrets sur ville-saint-andré.fr, rubrique nos engagements. J'y suis allé, ils sont vachement bien faits, c'est super intéressant. Et justement, c'est ce qu'il faut faire circuler, on les mettra sur l'OCEPOP, comment acquérir tous ces livrets. Et puis il y a plein d'autres choses sur le parcours santé, les sommeils, etc. Il y a plein de choses. Juste, Sophie, Dorothée, la chose qu'il faut peut-être retenir sur cette dernière intervention, c'est qu'il faut arrêter parfois de faire des annonces, il faut le faire réellement auprès des enfants et de tout le monde. C'est-à-dire que manger des légumes, manger du végétal, c'est pas juste un état déclaratif, c'est quelque chose, vous citiez l'exemple de on ne fait pas goûter une fois, il faut revenir en permanence. Le travail au long terme que vous faites de montrer comment ça pousse, de toucher une feuille de chou, c'est absolument génial, ça fait du bruit, ça a une odeur, c'est frais sur la peau. Toutes ces choses-là, tout le monde peut le faire. Est-ce que c'est un peu ce qu'on pourrait donner comme conclusion? Tout le monde peut le faire et tout le monde doit le faire. Et je pense qu'il faut aussi que tous les acteurs s'emparent de cette question en allant jusqu'au bout. Il y a des choses qui sont très délétères, par exemple, c'est quand les enfants dans les cantines voient les produits qui sont jetés derrière, ou qui sont parfois dévalorisés par des animateurs qui disent « ouais, non mais là ils ont rien mangé, mais c'est normal, c'était pas bon ». Ça, c'est pour les enfants, ça s'imprègne aussi, et c'est des petites choses qui vont remarquer. Donc je pense qu'on a tous une responsabilité par rapport à ça, pour essayer de les accompagner le mieux possible. Et après, ça marche. Par exemple, au Danemark, juste un exemple, dans les crèches et les maternelles, ils font des snacks à base de légumes crus. Les enfants en mangent et ils adorent ça. Et ils consomment énormément de légumes crus. Alors que pour nous, le navet cru, par exemple, bon là vous le faites dans votre expérience, mais ça reste assez surprenant pour la plupart des enfants parce que c'est pas quelque chose qui est consommé à la maison. Donc voilà, c'est juste pour dire que, et nous dans toutes les expériences qu'on a fait, à chaque fois qu'on a donné des légumes à manger aux enfants, ils les ont mangés. Et donc le frein principal, c'est quand même le fait de le mettre à disposition, considérer qu'ils ne sont pas des mangeurs différents des parents, mais qu'ils sont comme les parents et qu'ils peuvent absolument manger la même chose. À partir du moment où on essaye aussi de valoriser ce qui est dans l'assiette. Ce truc terrifiant de certains repas où les adultes se tapent la cloche et vous, on va vous faire des pâtes, les petits. Non, le pire, c'est le menu enfant dans les restaurants. C'est terrible, ça c'est terrible.
Dorothée? Alors nous, on fait des enquêtes après nos animations et en fait, on se rend compte que les enfants mangeraient plus de fruits et de légumes si les parents en achetaient tout simplement plus. Aujourd'hui, ils aiment goûter, ils aiment tester des nouveaux produits. Je pense que c'est aussi les parents qui feraient. Est-ce que vous avez réussi à créer une relation effectivement avec les parents qui reviennent vous voir en disant mais comment je peux faire? Est-ce qu'il y a cette relation qui a été mise en place? Alors, on n'a pas proposé à ce qu'ils reviennent nous voir pour demander qu'est-ce qu'on peut faire, parce que je crois que je serais débordée. Par contre, effectivement, par les associations de parents d'élèves, on sent qu'ils sont de plus en plus sensibles à apporter des bons produits aux enfants. On travaille sur les pique-niques aussi, on travaille sur les petits déjeuners, les goûters, on supprime les goûters dans les écoles. On valorise le fruit à l'école. Il y a des enseignants qui acceptent tous les matins que les parents ramènent des fruits, pour que si à collation en maternelle ce soit que un fruit. Voilà, donc effectivement les parents sont de plus en plus sensibles à tout ça. Oui. Sophie, Dorothée, merci beaucoup, merci d'être venue partager votre expérience. Je peux juste vous faire, mais bien sûr, c'est tous les fruits et les légumes qu'on a travaillé depuis 2011, donc il y a vraiment de tout, même les légumes secs, le fenouil, voilà, tout, on travaille tout. Merci beaucoup, applaudissements pour Dorothée et Sophie. On arrive tout doucement à la fin de cette matinée de partage d'expérience et de découverte des résultats de l'enquête IFOP-LOCEPOP pour l'OCEPOP sur la perception des végétaux. Je voulais juste dire qu'on avait des membres de l'OCEPOP qui étaient dans la salle. Il y avait le docteur Patrice Serog, mais il est peut-être parti depuis. Il y a Patrice Duchemin qui est là aussi, qui nous accompagne sur un regard pertinent, voire impertinent d'un point de vue sociologique sur l'alimentation. Éric Redcler qui est chef et qui doit être par là aussi, et Mireille Dufaux qui fait un boulot passionnant dans le Loir-et-Cher puisqu'elle est conseillère en économie sociale et familiale. C'est un boulot qu'on a un peu oublié, mais c'est des gens qui sont en contact avec tout le monde pour savoir comment manger, s'approvisionner, ne pas gaspiller et être curieux et acquérir de la connaissance, parce que manger, c'est pas seulement s'en mettre dans la gargoulette, c'est aussi nourrir son esprit. Bon appétit à tous. Merci. Merci. Bien sûr, on peut discuter, partager, s'engueuler et boire un coup.